Comment devenir financièrement invincible? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette petite vidéo. Je me trouve ici aujourd'hui en direct d'Arabie Saoudite. Alors j'aimerais te montrer un petit peu plus que ce que j'ai à te proposer depuis la vue de ma chambre. Tu vois, c'est pas forcément très terrible. Et d'autant plus que je ne peux pas ouvrir mon rideau. Regarde, il est attaché tout en haut, donc je ne peux pas l'ouvrir. C'est assez surprenant. On va faire cette vidéo dans le noir, dans cette ambiance un peu plus sombre que ce que j'ai pu te proposer dans le passé. Mais encore une fois, le plus important, c'est ce qu'on va partager ensemble dans cette vidéo et ce que je vais te raconter. Donc l'Arabie Saoudite, si tu veux en avoir un petit aperçu rapidement, je viens juste d'arriver il y a 2-3 jours, hein, c'est un pays pour beaucoup de gens qui serait atypique, pour lequel moi je suis très intrigué et honnêtement les Saoudiens sont extrêmement accueillants, sont très gentils, le pays est en train de réellement de s'ouvrir, hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'indéniable, ils ont beaucoup de projets, ça construit dans tous les sens comme beaucoup de pays dans le monde et honnêtement c'est une très très belle surprise alors qu'il est vraiment culturellement à l'opposé de ce qu'on peut connaître en France. Mais encore une fois, quand on arrive sans avoir de préjugés et quand on comprend que sur cette planète Terre, on est tous les mêmes, et ça aide, ça facilite beaucoup de choses. On va justement parler dans cette vidéo de diversification internationale, donc de plein de pays du monde, parce que être financièrement invincible, ça passe évidemment par ne pas être, coincé dans un seul endroit géographique. Ça passe par ça, la diversification financière, l'invincibilité financière, comme je te l'ai dit un petit peu au début de cette vidéo, comment je l'ai nommé. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et évidemment c'est une vidéo un petit peu débat, c'est-à-dire que je suis ravi d'avoir dans tes commentaires ton avis, ton opinion et pouvoir même pourquoi pas d'autres axes sur lesquels on peut se rendre financièrement invincible, puisqu'évidemment, il n'y a pas qu'une seule diversification pour devenir invincible. Je vais te partager celle que moi, en tout cas, j'ai en tête, celle que j'ai déjà commencé à actionner, celle que je prévois d'actionner dans le futur, de façon à me rendre totalement invincible de tous les aléas de ce que pourrait apporter la vie, un gouvernement, une guerre ou ce que tu veux d'autre. Ok? Donc, n'hésite pas vraiment à réagir dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Je vais m'asseoir ici et on va commencer. Alors j'en ai listé combien sur l'ordinateur devant moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai cité 8. Si tu as déjà rempli les 8, honnêtement, c'est que tu as un stade vraiment très avancé, plus. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est à ce stade-là, moi non plus, mais c'est un process. Encore une fois, c'est très important de comprendre que c'est un process et pas une finalité. Plus on en a et mieux c'est. Tous ces avoirs, c'est quand même relativement compliqué pour le commun des mortels. Ok? On va commencer par la première diversification, qui est évidemment celle qui est financière, celle que tu vas maîtriser le plus, celle que je maîtrise également le plus, c'est-à-dire d'investir dans différents types d'actifs, de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier, comme on dit, cette fameuse citation. Et donc, mais malgré ça, ça reste quand même une erreur de beaucoup d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui ne sont uniquement investis que dans l'immobilier. Ça, tu dois en connaître beaucoup, c'est peut-être ton cas. Moi, j'en vois beaucoup en séminaire, par exemple, de gens qui me disent, moi, je fais de l'immobilier. Je leur dis, mais je sais pas, t'as des actions en bourse, t'as de la crypto, t'as fait de la start-up, t'as fait d'autres choses. Je me fais, non, moi, je suis 100% immobilier. Je profite du levier bancaire et après on verra. Pour moi, c'est une erreur parce qu'il faut dès le début penser à diversifier ses actifs et avoir un petit peu de bourse, avoir un petit peu de crypto-monnaie, avoir un petit peu de start-up, de choses comme ça. Parce que, encore une fois, si tu dépends uniquement que de l'immobilier dans ce cas présent, évidemment, si le marché immobilier français se retourne, si les conditions d'octroi de crédit sur lesquelles tu as basé ta stratégie ne sont plus aussi faciles, etc., tu mets en danger ton patrimoine. Si demain l'État français a une stratégie de spoliation des biens immobiliers français détenus par des particuliers, par des privés, qui te taxent à mort, etc., ou même qui te les saisissent, on ne sait pas, on peut tout imaginer. Dans le passé, tout s'est vu, on le voit dans d'autres pays également, on saisit des biens pour des raisons plus ou moins logiques. On voit ce qui se passe avec le conflit ukraino-russien. Il faut penser à tout ça. Et ton bien immobilier, il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est movible. Donc voilà, c'est là, c'est construit. C'est comme cette chambre d'hôtel ici, tu peux pas la dégager et la mettre dans un autre pays. Donc il faut vraiment penser à ça. C'est la première diversification qui est très importante et que beaucoup de gens ne font pas quand même, toi. Donc diversification financière. Dans le deuxième type de diversification financière, on va l'appeler la diversification, comment on pourrait dire, monétaire, en currency, de devises, c'est d'avoir différentes devises dans tes comptes bancaires. Aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas, tu n'as que des euros. Beaucoup de Français, c'est le cas, pour beaucoup de Français. Et c'est également une erreur, parce que je dis toujours qu'on ne peut pas contrer le risque monétaire. C'est-à-dire que la balance euro-dollar, la balance euro-yen ou livre, ce que tu veux, on ne peut pas anticiper ni contrer efficacement ces risques monétaires. D'ailleurs, Warren Buffett le dit lui-même très bien, que c'est une perte de temps. Voilà, il faut simplement détenir des actifs dans des pays différents, qui encaissent des devises différentes, et c'est la meilleure façon de contrer le risque monétaire. Donc aujourd'hui, avoir différentes devises, les plus grosses, je te dis pas d'aller avoir je sais pas, du rial saoudien ou de la roupie indonésienne. Non, tu peux très bien commencer par l'euro, le dollar,
et pourquoi pas ensuite de la livre sterling ou du yen ou des choses comme ça. Mais si tu as déjà ne serait-ce que 2 devises euro-dollar, c'est déjà très très bien. Donc vraiment avoir différentes devises et idéalement avoir des actifs qui encaissent en différentes devises. Par exemple, moi j'ai des actions à dividendes aux États-Unis qui me permettent d'encaisser chaque mois à peu près 2000 dollars de façon totalement passive et c'est des dollars. Donc quand on a vu l'euro, enfin quand on voit en ce moment l'euro baisser et le dollar qui monte, moi j'aime beaucoup parce que finalement mon pouvoir d'achat n'est pas plus faible à cause de l'euro, mais il augmente aussi de l'autre côté, du côté de mes dollars, puisque mes dollars me permettent d'avoir beaucoup plus d'euros. Donc ça c'est très très bien. Ok. Ensuite, il y a la diversification géographique. C'est celle de bosser online, tu vois. Ça, c'est vraiment j'allais dire la plus dure. En fait, même pas. Parce qu'en 2022 et bientôt 2023, il y a tellement de possibilités de gagner de l'argent que c'est même pas forcément du tout devenu la plus dure, mais elle est extrêmement importante. Tu vois, quand je voyage comme ici en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, là, j'étais il y a 2-3 semaines en Ouzbékistan, je serai dans 2-3 semaines au Rwanda et en Tanzanie. Quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, les taxis, etc., je leur dis, écoute, je bosse en ligne. C'est-à-dire que j'ai besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet. À partir de là, tous les jours, je vais me rendre dans un café ou dans un hall d'hôtel. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais monitorer le business. Je vais le faire avancer. Mais c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. C'est-à-dire que si le pays dans lequel je suis ne me plaît pas, ou s'il y a un souci, s'il y a des tensions, si, je sais pas, s'il y a quelque chose qui ne va plus, eh ben, je peux prendre ma petite valise. D'ailleurs, regarde, je voyage uniquement qu'avec ça. Il y a toute ma vie à l'intérieur. C'est une toute petite valise. C'est une valise cabine. Hein. On parle même pas de valise en soute. Je prends ma valise, mon ordi et je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, cette diversification géographique, c'est ce qui te permet en fait d'échapper à un conflit. On pense par exemple aux Ukrainiens ou aux Russes qui malheureusement ont eu, pour certains, qui ont pris la décision de partir, volontairement ou pas, c'est un autre débat. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas le choix et qui peuvent pas faire ça parce que si t'es boulanger, si t'es plombier ou si t'es je ne sais rien, un autre métier, t'as pas forcément cette liberté. Alors attention, il faut évidemment des gens qui sont plombiers, qui sont boulangers, ce que tu veux. Mais en tout cas, dans la vision que j'ai moi aujourd'hui, je veux vraiment pouvoir avoir cette diversification géographique et pouvoir m'apporter cette liberté et de me dire s'il faut partir, on part. Si demain en France ça va pas, je sais que j'ai des backups et on va en parler juste après parce que au-delà d'avoir la diversification géographique, il faut quand même pouvoir être accueilli par d'autres pays. Et c'est justement cette prochaine diversification dont je vais te parler, qui est la diversification, on peut l'appeler citoyenne. Celle d'avoir plusieurs passeports, d'avoir plusieurs droits de résidence et d'avoir même potentiellement plusieurs permis de conduire. En fait, ce qui se passe quand tu as tout ça, c'est que tu es vraiment presque invincible. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans les aéroports aujourd'hui, ça m'est arrivé là il y a quoi 2 semaines à Oman je crois, le mec voit qu'on parle français dans la file avec d'autres français toi. Donc il vient nous parler en français, un mec de la douane, de la police, bref, qui faisait à la police aux frontières. Il vient nous parler en français un petit peu, toi, donc on est surpris. Après il me demande mon passeport, il voit que le passeport il est italien, donc toi il y a déjà 2 pays qui sont impliqués. Il commence à me parler italien, je comprends rien. Ensuite il me demande où j'habite. Je lui dis, j'habite en Estonie. Il me dit, d'où tu viens? Je lui dis, je viens de, je sais plus, Ouzbékistan. Il me dit, où tu vas après? T'as déjà ton billet pour repartir? Oui, je vais au Bahreïn, 5 pays. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Donc, je sais plus, mais en gros, il y avait 7 pays impliqués dans cette discussion de 30 secondes, 1 minute, grand max. Et en fait, les mecs, ils ont pas l'habitude. Et plusieurs fois, aux polices aux frontières, les mecs comprennent pas. Donc, le mec, il est avec un passeport italien. Il vient du Kirghizistan. Il me dit qu'il part là-bas en vacances. C'est pas du tout une destination touristique. Les mecs, des fois, ils comprennent rien. Et je vois qu'ils posent plein de questions. Mais en fait, même si c'est des profils atypiques, c'est des profils, entre guillemets, qu'on va pas emmerder parce que c'est des profils trop compliqués. Tu sais, c'est comme lors d'un contrôle fiscal en France, par exemple, où on te dit, bon, j'ai le choix entre aller contrôler je sais pas, Francis qui est plombier, qui est une activité bien locale et où potentiellement on va facilement trouver des choses et où potentiellement on va pouvoir facilement aller chercher du blé, ou alors je vais aller contrôler Martin qui est expatrié à Dubaï, qui semble vivre entre le Costa Rica et je sais pas, la Tanzanie, qui a sa société immatriculée au Panama et qui vit plus en France, malgré le fait qu'il soit national français, qu'il a un passeport français. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller voir le plombier parce que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher de l'argent. Donc en fait, c'est ça que ça apporte, c'est de la tranquillité parce que en fait, on a la protection via les passeports de plusieurs pays. Donc si ton pays initial, je sais pas, par exemple la France, ne va pas bien du tout, tu sais que tu peux être planqué dans d'autres pays dans lesquels tu as la nationalité, aller travailler, aller vivre légalement sans être comme un réfugié ou un immigré. C'est beaucoup plus simple. Les droits de résidence, c'est plus ou moins la même logique, sauf que tu n'as pas la citoyenneté, c'est-à-dire que tu as le droit de résider dans le pays de façon temporaire ou permanente.
c'est déjà très très bien. Par exemple, si tu as un droit de résidence en Amérique du Sud et que je sais pas, demain il y a une troisième guerre mondiale, boum, tu pars en Amérique du Sud, tu as le droit entièrement de vivre et de rester dans ce pays-là parce que tu as un droit de résidence. Donc tu n'as pas la nationalité, tu n'as pas le passeport, mais tu as le droit d'y rester. Là où si tu n'as ni le passeport ni le droit de résidence, bah, tu ne peux pas y aller au-delà que d'un visa touriste par exemple. Donc voilà, très bien. Et le permis de conduire, bah, c'est toujours pareil. Moi, j'ai un permis de conduire estonien. Quand je suis en France et que je fais un excès de vitesse, boum, bah, c'est terminé. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus simple. OK? Donc, l'idée, elle est là. On pourra en parler longtemps de cette diversification-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais je t'invite vraiment à creuser le sujet d'avoir plusieurs passeports, d'avoir plusieurs droits de résidence, d'avoir plusieurs permis. C'est des choses vraiment qui peuvent se faire plus ou moins facilement, parfois gratuitement. Parfois, ça peut coûter très cher. Mais il y a vraiment des solutions qui sont accessibles. Donc, vraiment, creuse ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a la diversification linguistique. Celle de parler plusieurs langues. Parce qu'encore une fois, dans l'idée de partir à l'étranger, d'aller vivre, d'avoir des droits de résidence, des passeports, des choses comme ça, c'est quand même bien d'avoir un minimum de bagages linguistiques pour pouvoir t'intégrer, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour pouvoir même te défendre. Hein. C'est-à-dire que quand tu es en face de quelqu'un qui ne te comprend pas ou que tu ne comprends pas, c'est parfois pénible. Et dans certaines situations, tu as quand même envie de comprendre ce qui se passe. Donc moi, personnellement, je parle donc le français. Évidemment, je suis né en France. Je parle donc l'anglais, alors que j'ai pas du tout appris à l'école parce que je détestais ma prof et ma prof me détestait. Je l'ai appris en fait lorsque j'ai eu un why, un pourquoi. C'était les jeux vidéo à l'époque. Je jouais en ligne avec des gens qui étaient à l'étranger, je sais plus. Tout était en anglais, ce que je regardais les ressources sur le jeu, etc. Et j'ai appris en fait l'anglais sur le tas comme ça. Donc vraiment, il y a eu un why. Et après, je parle maintenant plus ou moins bien russe. Je peux me débrouiller, je peux lire, je peux écrire. C'est pas parfait, mais ça va de mieux en mieux. Et là, je l'ai appris dans un but justement de diversification. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps dans les pays de l'Est, dans les pays d'ex-URSS, tout ce qui est Asie centrale, pays de l'Est, etc. Et donc, évidemment, j'ai eu envie de comprendre la langue parce que dans ces endroits-là, l'anglais n'est pas forcément très maîtrisé. Et vu que je passais du temps, je me suis dit, parler russe, c'est quand même pas forcément déconnant que de l'apprendre. Et j'avais envie, j'étais attiré par cette langue. Donc, j'ai commencé à l'apprendre cette fois-ci à l'aide d'une prof particulière qui, sur Skype, m'a donné des cours. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et puis, évidemment, en allant dans les pays sur place, c'est aussi la façon dont on apprend le plus rapidement, encore une fois, en pratiquant sur place. Donc, voilà, le russe, je l'ai appris aussi bien pour le plaisir, mais aussi pour la diversification linguistique parce que j'aime bien tout ce qui se passe là-bas, je vais y passer beaucoup de temps dans ma vie et je pense que c'est important le russe parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui parlent russe dans ce monde. Ok. Diversification bancaire. La diversification bancaire, c'est simplement avoir plusieurs comptes en banque et pas que en France. Aujourd'hui, c'est un compte à la BNP, au CIC et je sais pas, Boursorama par une banque en ligne, c'est cool, mais c'est pas assez. C'est-à-dire que t'as que des banques en France en euros. Donc quand je dis diversification bancaire, c'est avoir des comptes à l'étranger. Attention, encore une fois, c'est pas illégal d'avoir des comptes à l'étranger, c'est ne pas les déclarer qui est illégal. Donc chaque année, tu peux joindre un CERFA à ta déclaration de revenus pour dire j'ai tel compte à l'étranger, mais au moins ça t'apporte une protection bancaire avec des comptes qui sont dans des juridictions différentes, avec des lois différentes, et ça te protège ton argent. Parce qu'encore une fois, en cas de faillite en France d'une banque, quid de ton argent? On n'en sait rien. Certains vont me dire oui, si j'ai pas un compte à plus de 100 000 euros, j'ai pas de risque de perdre mon argent. Renseigne-toi bien, ça c'est la théorie. En réalité, le fonds de protection des dépôts en France, il est tellement faible que ta garantie serait sûrement l'équivalent d'un kebab. Ok. Donc fais attention à ça. Évidemment que les comptes en dessous de 100 000 euros pourraient évidemment être impactés si les banques avaient besoin de se sauver. Et rappelle-toi bien que ton argent, une fois qu'il est dans une banque, ce n'est plus ton argent. La banque a une dette envers toi, mais ce n'est plus ton argent. Donc elle se sert de ton argent, ça rentre dans son bilan. Fais très attention à ça, les Français ne le savent pas, c'est extrêmement important. Donc des comptes bancaires à l'étranger, après libre à toi de choisir les pays, que ce soit la Géorgie, Dubaï, l'Afrique, tu choisis. En fonction de où c'est évidemment le plus simple en tant que de non-résident, en tant que non-citoyen d'ouvrir des comptes, parce qu'évidemment, il y a des pays où si tu n'es pas résident, citoyen ou national, tu ne pourras pas ouvrir de compte en banque. Donc il faut savoir où les ouvrir. Ensuite, avoir plusieurs sociétés. Donc si tu as un business, évidemment, si tu es salarié, ça ne te concerne pas, mais avoir plusieurs sociétés de façon, encore une fois, à protéger, évidemment des sociétés dans plusieurs pays, de façon, encore une fois, à te protéger si jamais tu as une société qui a un souci. Alors tout dépend, encore une fois, de ton cœur d'activité, si tu mets en péril la vie des gens, pas la vie des gens, si tu as une activité un petit peu particulière qui pourrait faire en sorte qu'une loi vienne t'embêter un petit peu, des choses comme ça.
Mais l'idée, c'est de se dire que si tu as une société qui crache, qui meurt parce que, pour plein de raisons, hein, ça peut être un contrôle qui se passe mal, ça peut être ton activité qui est plus à l'ordre du jour pour un pays en question, ça peut être, j'en sais rien. Je suis pas en train de te dire que c'est parce que tu es un bandit et que tu dois avoir plein de sociétés, parce que tu vends de la drogue, tu fais du blanchiment, des choses comme ça. Non, non. Tout de suite, on imagine des choses de fou quand on dit il faut avoir plusieurs sociétés, plusieurs passeports, plusieurs trucs, plusieurs machins. Ça veut dire qu'on cherche à se cacher, des choses comme ça. Non. C'est simplement avoir un petit peu de compréhension de ce monde et de se rendre compte que y a quand même des choses qui se passent et qu'aujourd'hui, voilà, faut être aveugle pour comprendre que les plus faibles vont entre guillemets se faire bouffer. Donc moi, j'ai pas envie de me faire bouffer et j'ai pas envie de réagir au dernier moment parce que ça sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc avoir plusieurs sociétés, ça rentre selon moi entièrement dans ce cadre de protection et de se rendre invincible. Parce que si tu as une source de revenus encore une fois qui crache, ça peut être une société immobilière, ça peut être une société de business, ça peut être une société de placement, mais si on a une qui crache, t'as encore d'autres qui vont te générer des revenus, t'es pas à zéro. Encore une fois, c'est l'idée de se dire, t'as plusieurs sources de revenus, et si t'en as une qui meurt, c'est pas grave. Et la diversification immobilière, c'est d'avoir plusieurs appartements, avoir plusieurs points de chute en dernière diversification. Donc c'est de se dire que si tu dois partir vite d'un endroit, tu peux aller dans un autre endroit, et tu sais tout de suite où aller poser tes affaires. Il n'y a pas besoin de chercher un logement, il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quoi. On peut prendre encore une fois l'exemple de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui fuient. Je vois notamment, j'ai vu de mes propres yeux, hein, j'étais en Ouzbékistan à ce moment-là, quand il y a eu l'appel à la mobilisation en Russie, il y a beaucoup de Russes qui sont partis et qui sont arrivés notamment dans les ex-pays du RSS parce qu'ils avaient des attaches familiales ou parce que c'est facile pour eux d'y aller parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, des choses comme ça de par leur histoire. Et en Ouzbékistan, les prix ont flambé. C'est-à-dire que les prix des appartements, ça se louait, mais à des prix plus chers que à Paris, plus chers qu'en France, pour des superficies, enfin, je veux dire, pour des standards qui sont vraiment basiques de chez basiques. Toi, on est en Ouzbékistan, donc pareil pour le Kyrgyzstan où j'ai passé un an. Tous les Russes sont arrivés, ont fait monter les prix. Il y a même des locaux qui se sont fait virer de leur appartement par leurs propriétaires parce qu'ils voulaient louer à des Russes 2 fois, 3 fois plus cher. Donc il y a des locaux qui se sont fait mettre dehors malgré des contrats existants et des choses comme ça. Donc il y a eu un vrai problème avec des montées des prix, toi. Donc si tu as cette diversification immobilière dès le début, t'as pas à subir tout ça parce que tu as déjà ton point de chute. Tu vois, t'as pas à subir en dernier moment quand tu dois fuir et quand tout le monde fuit, eh bien cette montée des prix parce qu'il y a une forte demande et l'offre qui est restée la même, voire même qui est inférieure. Donc diversification immobilière, encore une fois, ça coûte de l'argent. Il faut avoir des appartements dans plusieurs endroits du monde. Et évidemment, ça coûte cher, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc tu vois, il y a plusieurs axes que je t'ai donné de diversification, certains qui sont plus compliqués que d'autres, mais en tout cas il faut avoir ce réflexe d'y penser et de se dire voilà, entre acheter une Lamborghini à 250 000 euros ou commencer à penser à diversifier, je sais pas, des passeports ou des appartements à l'étranger, il y a peut-être un ordre de priorité à avoir. Ok, dites-moi ce que t'en penses, en tout cas dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vois que ça fait déjà presque 20 minutes que je te parle. C'est vraiment un sujet sur lequel on pourrait développer pas mal de temps. Donc n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en as pensé, où tu en es toi, est-ce que tu avais déjà pensé à ça ou pas du tout. Je suis vraiment très curieux. Lis bien la barre de description également, il y a pas mal de ressources qui pourraient justement bien t'aider déjà à commencer à diversifier notamment tes sources de revenus, tes investissements, tes sociétés, etc. Donc tout est dans la barre de description. Petit pouce bleu, partage cette vidéo à tes amis entrepreneurs, investisseurs et même pas que, parce que ça concerne tout le monde. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.